and the startling ways to show. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je cède maintenant la parole à monsieur Frank Jensen. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. En ma qualité de président de l'RPME, je suis ravi de vous accueillir à ce 5e webinaire de notre association et premier pour l'année 2021. Alors, ce webinaire vous est proposé à l'occasion de la parution de l'ouvrage Business Transfers, Family Firms and Entrepreneurship aux éditions Routledge. Cet ouvrage a été coordonné par 5 membres du groupe de recherche thématique Business Transfer and Entrepreneurship, Bérangère Deschamps de Grenoble-Alpes Université, Audrey Missonnier de la Montpellier Business School, Catherine Thévenard-Puteaux de l'Université Savoie-Mont-Blanc et Paulette Robic ainsi que Dominique Barbelivien de l'Université de Nantes. L'ouvrage et le webinaire portent tous deux sur le processus de transfert d'entreprise et sur les comportements des différentes parties prenantes concernées. Alors, le transfert y est examiné au travers de 4 prismes. D'une part, les successions familiales, d'autre part, les transferts d'entreprise aux salariés, ensuite, les transferts à des repreneurs externes et finalement, un examen plus particulier du rôle des femmes dans les transferts d'entreprise. Alors, je remercie déjà nos orateurs ainsi que l'Université Laval pour son support technique. D'autres webinaires vont vous être proposés dans les mois à venir. Nous en tiendrons évidemment au courant et je souhaite bien entendu la bienvenue à tous et un excellent webinaire. Merci. Merci Franck pour votre présentation et votre introduction. On va commencer. Alors juste, je vais attendre toutes mes collègues et coordinatrices. Il manque encore Paulette qui devrait bientôt nous rejoindre. Je crois que Paulette n'est pas encore connectée. Je vais vous faire signe qu'elle va l'être. Alors, Bérangère, est-ce que tu peux joindre Paulette, s'il te plaît? Super. Bien, alors je vais commencer et Paulette va prendre en route. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Voilà, Catherine, si tu peux le mettre en diaporama. Voilà, super, ça y est, on est prête. Donc, je vous propose l'agenda suivant pour ce webinaire. Une présentation très rapide de notre groupe thématique Business Transfer et Entrepreneurship, parce que c'est quand même au sein de ce groupe collectif de chercheurs que l'ouvrage a vu le jour. Ensuite, nous allons consacrer une petite trentaine de minutes à vous présenter le panorama du contenu de l'ouvrage autour de ces 5 grandes parties. Et enfin, nous aurons du temps pour échanger ensemble. Nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. Juste une petite précision avant de commencer. Nous vous remercions de bien vouloir écrire vos questions dans la fonction questions et recherches et non pas dans l'onglet dans le chat de discussion. Voilà. Alors, voilà, donc nous sommes tous membres du groupe thématique de recherche Business Transfer et Entrepreneurship. Ce groupe de recherche est parrainé par l'RPME et l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Nous sommes actuellement à peu près 40 membres, enseignants, chercheurs et doctorants. Le groupe a été créé par Bérangère Deschamps et Didier Chabot. Et nous sommes actuellement 2 animatrices, donc Audrey Missonnier et moi-même, et Catherine Thévenard-Puteaux. De nombreux projets collectifs sont concrétisés, ont vu le jour et sont en cours de réalisation au sein de ce groupe. Et nous faisons à peu près 3 réunions par an. Donc, nous espérons qu'après, dans les échanges, si vous le souhaitez, nous pourrons apporter un peu plus de détails quant au fonctionnement de ce groupe. Bien, donc dans ce groupe de recherche, nous définissons le business transfer comme le transfert de la propriété et de la direction d'une entreprise à un ou plusieurs nouveaux propriétaires dirigeants. Alors, s'il est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir une vision exhaustive du phénomène, puisque les sources statistiques mobilisables sont souvent incomplètes, et parce que les chiffres qu'on peut trouver varient très fortement selon les organismes dans lesquels on les trouve,
Tout le monde s'accorde néanmoins sur l'importance des enjeux du business transfer. Alors que ce soit des enjeux en termes de sauvegarde d'emploi ou en termes de préservation d'outils de travail, mais aussi de savoir-faire artisanaux, parfois ancestraux, et puis aussi de maintien d'un certain niveau d'activité économique dans des zones géographiques qui peuvent parfois être un petit peu défavorisées. On pense notamment à des zones rurales. Il faut donc trouver des repreneurs à ces entreprises qui sont en voie de cession, mais il faut aussi faire en sorte que ces repreneurs réussissent leur reprise, parce que les statistiques indiquent que les taux d'échec demeurent relativement élevés. On a des chiffres qui oscillent entre 20 et 30% selon les sources. Le business transfer peut être considéré comme une opération périlleuse et il est donc bien nécessaire de comprendre ces facteurs d'échec et ces facteurs de succès, bien entendu, et ce, quelle que soit la forme de transfert. Vous voyez dans le tableau qui est présenté à l'écran que le transfert d'entreprise peut revêtir des formes assez variées, puisqu'une entreprise peut être transférée à un ou plusieurs membres du cédant, à un ou une équipe de salariés, mais aussi à un ou plusieurs repreneurs externes sans lien préexistant avec l'entreprise transmise. Or, le déroulement du processus, la nature et l'intensité des difficultés qui lui sont associées varient assez fortement selon ce mode de transfert. Alors, dans ce contexte, cet ouvrage a pour objectif de dresser un état de l'art des recherches sur le business transfer et de promouvoir les recherches francophones du groupe BET à l'international. Alors, cet ouvrage présente 3 originalités. La première, c'est que tous les types de transferts sont abordés. Alors, on va certes parler de succession familiale, qui est historiquement le mode de transfert le plus abordé par les recherches en entrepreneuriat, alors même que très souvent et dans de nombreux pays, cette forme de transfert est en décroissance, en déclin. Mais on va également aborder une spécificité des recherches francophones qui est le transfert externe. Et puis, on va parler aussi du transfert à des salariés qu'on peut considérer comme étant le parent pauvre des recherches en entrepreneuriat aujourd'hui. Deuxième originalité, on va privilégier une vision individuelle, celle de l'entrepreneur, que ce soit l'entrepreneur entrant ou l'entrepreneur sortant. Et puis enfin, la dernière partie de cet ouvrage est consacrée au repreneuriat féminin, puisque vous le verrez un peu plus tard dans ce webinaire, les stéréotypes liés au genre peuvent colorer assez fortement le vécu des femmes dès lors qu'elles s'engagent dans la reprise d'entreprise. Alors en termes de contenu, après une préface signée Alain Fayolle, on va trouver dans cet ouvrage 17 chapitres qui ont été rédigés par 24 contributeurs et qui sont issus d'une quinzaine d'universités ou business schools différentes. Alors, on va maintenant vous présenter de façon synthétique les différentes parties de cet ouvrage en espérant qu'on vous donnera l'envie de le découvrir plus en profondeur. Alors, dans cette première partie, nous avons 2 chapitres conceptuels qui nous l'ouvrage et qui nous fournissent 2 modèles pour définir et analyser le phénomène des transferts d'entreprise. L'accent est mis sur la transmission en tant que processus. Nous avons ainsi l'occasion de réfléchir à la transmission d'entreprise sous 2 nouveaux angles. Dans le premier chapitre, Bérangère Deschamps va passer en revue l'histoire du concept de transmission d'entreprise qui proposait une définition de manière à construire un consensus autour de cette définition, ainsi qu'une cartographie de la transmission d'entreprise et un détail du processus de transmission. Dans le second chapitre, Marie-Josée Drapeau et Marie-Pierre Tremblay s'appuient sur le modèle des processus de décision stratégique de Mintzberg pour nous proposer un réexamen du processus de décision de sortie de l'entreprise. Donc, dans ce premier chapitre, l'auteur va définir, cartographier et visualiser sous forme schématique, dans 3 cycles, le processus de transfert. Nous avons donc une proposition de consensus sur la définition et le vocabulaire qu'il est utile en fait, de bâtir afin de pouvoir mieux interagir dans la communauté des chercheurs. Un deuxième apport de ce chapitre, c'est une cartographie des transferts d'entreprise à la lumière de la variété des différents modes, comme vous l'avez présenté précédemment, et qui permet de mieux préciser ce que les chercheurs étudient de manière plus facile.
Enfin, ce schéma en 3 cycles qui vous est présenté sur cette diapositive va permettre de construire une représentation de la transmission d'entreprise et apporter une compréhension globale et intégrée de la transmission d'entreprise en tenant en compte les 2 principales parties prenantes que sont le cédant et le repreneur, tout en soulignant le caractère processuel. Une décomposition du processus de transmission en 3 étapes d'un cycle récurrent, entrée, transmission et sortie de l'entreprise, est présentée comme cadre pour analyser l'ensemble du processus, vu donc comme un continuum qui fait partie de la vie de l'entreprise. Dans un deuxième chapitre, les auteurs vont nous proposer cette fois-ci de détailler de manière plus approfondie le processus de décision de sortie du dirigeant et proposer un modèle qui, sur la base du modèle de Meisberg de décision stratégique, base révisée et adaptée, intègre les facteurs de prise de décision, un modèle qui peut être utilisé pour des études ultérieures. Donc ce chapitre va apporter un nouvel éclairage sur les stratégies de sortie des dirigeants et permettre de mieux comprendre les étapes critiques de la prise de décision, le dirigeant étant considéré comme l'élément central du processus. Enfin, donc le modèle de Meisberg concernant la prise de décision stratégique est affiné et on explique comment il peut être utilisé pour étudier la décision de sortie. La base du modèle original est conservée avec ses 3 phases principales, identification, développement et sélection, mais il est adapté à la stratégie de sortie d'un dirigeant. Les auteurs soulignent l'importance de l'étude des facteurs individuels, organisationnels et environnementaux liés à cette décision précise, ce qui peut contribuer à ouvrir donc cette boîte noire qu'est la décision de sortie, qui pour le moment est le plus souvent considérée par les chercheurs comme un choix final plutôt que comme un processus. Pardonnez-moi, madame, je vais vous interrompre, mais il faudrait vous rapprocher du micro. Oui, tout à fait. Très mal. Donc, ce chapitre va contribuer à combler, est-ce que c'est mieux comme ça, le manque de connaissances sur les sorties d'entreprise concernant la manière dont les propriétaires de PME prennent cette décision initiale de sortie et choisissent ensuite une stratégie de sortie. Donc, il aide à mieux comprendre, pour les enseignants comme pour les consultants, comment les entrepreneurs font leurs choix. Il peut donc aider à expliquer les choix non rationnels et la manière dont le processus en est affecté. Ce chapitre, encore une fois, donc, vient mettre l'accent sur le caractère processuel du transfert d'entreprise, ce qui est le cas de l'ensemble de cette partie. Bonjour. Donc, je suis Paulette Robic. Je vais vous présenter la partie 2 consacrée à la succession familiale. Ce thème donc, est un thème auquel 10 auteurs ont contribué. Soumaya Sfer, Florence Gugliani, Louis Cisneros, moi-même, avec Dominique Barbelivien et Nicolas Antôme, Céline Bardi, Didier Chabot et Mariam Anachi et Eddy Yedza. Le cadre de l'étude de la succession familiale est, bien entendu, l'entreprise familiale. L'entreprise familiale est un mode de gouvernance spécifique, à savoir que c'est un projet économique, bien entendu, mais un projet économique au service de celui du projet familial. Ce qui fait que la succession familiale lui est très spécifique puisque à la complexité de ces deux sphères. L'entreprise familiale est au cœur des recherches sur la transmission. D'un autre côté, la transmission constitue le thème historique au sein des champs de recherche des entreprises familiales. Pour autant, la succession familiale est un thème qui est loin d'être saturé. Pourquoi? Eh bien parce que cela nécessite d'être à l'intersection de ces deux sphères et donc d'embrasser cette complexité inhérente à la gouvernance familiale. Ce qui n'a pas toujours été le cas, ce qui n'est pas toujours le cas dans les études menées auprès de la succession familiale. Ici, dans cette partie, au contraire, l'ensemble des auteurs s'est efforcé
d'aborder donc ce thème sous des angles différents, mais à partir de ce prisme de la complexité. Tout d'abord, donc, on va trouver dans cette partie un ensemble de questionnements sur la préparation de la succession, autour de la gestion des émotions d'une part et autour de la socialisation des héritiers. La gestion des émotions ressort comme un thème, comme une nécessité, donc, au niveau du cédant et au niveau du successeur. Pour quel motif? Eh bien, pour réduire le stress engendré par la transmission. Mais celui-là nécessite, en référence à la complexité évoquée de la structure de la gouvernance familiale, cela nécessite que cette gestion se fasse au niveau de la sphère de l'entreprise, mais aussi au niveau de la sphère de la famille. C'est à cette condition que l'on va pouvoir faciliter la planification de la succession et sa réussite. Donc, une gestion des émotions conduite sous cet angle est un atout pour la succession familiale et sa réussite sur le long terme. Le deuxième thème qui nous permet d'aborder la préparation de la succession, c'est celui donc de la socialisation des héritiers. Ici, la socialisation a été traitée sous un angle donc, longitudinal qui a permis de montrer donc, que cette socialisation est un processus complexe, bien entendu, mais aussi préparé. Préparé par l'ensemble de la famille, à savoir le ou les cédants, et en même temps une partie des successeurs de la famille, futurs héritiers. Cette socialisation offre l'avantage de façonner, pour ne pas dire fabriquer les héritiers en entrepreneurs, et ainsi de les rendre disposés, prêts à reprendre l'entreprise sur l'entreprise familiale à une échéance assez lointaine ou assez proche. Et enfin, elle va permettre, et c'est un gros avantage de la socialisation, c'est qu'elle parvient à faire de la taille grandissante de la famille au fur et à mesure des générations, non pas une faiblesse, mais une force, un vivier de successeurs potentiels, donc vecteur de pérennité de l'entreprise familiale. Un deuxième ensemble de questionnements dans ce chapitre, dans cette partie, porte sur la gouvernance d'une part et la stratégie de l'entreprise. Pour réfléchir donc à la bonne gouvernance, qu'est-ce qu'une bonne gouvernance dans ce cadre? Qu'est-ce que serait une bonne gestion en termes de stratégie? Quelle gouvernance choisir pour réussir la succession familiale, sachant que la famille est l'acteur essentiel, donc comme on l'a vu. Un système de gouvernance à deux niveaux apparaît comme étant le plus adapté à l'entreprise familiale. On va trouver une structure de société anonyme composée d'un conseil d'administration et d'un conseil de surveillance. L'intérêt de cette gouvernance à deux niveaux est de renforcer l'implication de la famille, mais aussi de maintenir le pouvoir des acteurs influents, à savoir le titulaire et les successeurs. Et point très spécifique, c'est qu'il va donner accès à l'entreprise familiale à de nouvelles ressources, des ressources non familiales, dotées d'une expertise externe à celle-ci. Et de cette manière, on va avoir donc une combinaison de l'objectif de continuité propre à l'entreprise familiale, mais aussi avec la performance économique que l'on retrouve habituellement dans toute entreprise. Enfin, dans quelle orientation donner à sa stratégie pour réussir sa succession familiale? Eh bien, il ressort de ce travail que la succession peut être considérée comme un catalyseur du renouvellement stratégique dans le cadre d'une PME familiale. En effet, on observe que les membres de la famille favorables au transfert familial vont favoriser la régénération stratégique plutôt que les stratégies d'alliance externe. Et ainsi, donc, on va avoir une pérennité sur le court et long terme de l'entreprise familiale.
Bien, alors comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, le transfert de l'entreprise aux salariés est actuellement le mode de transfert le moins étudié en entrepreneuriat. Et donc, dans l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, il y a seulement 2 chapitres qui traitent de ce mode de transfert. Un qui a été écrit par Marie-Christine Barbeau-Grisot et l'autre que j'ai coécrit avec Cédric Fabre. Alors, il est relativement étonnant de constater cette absence, ou ce petit nombre de recherches sur le transfert aux salariés, parce que c'est un type de transfert qui est quand même assez souvent favorisé par les prédécesseurs, les salariés étant souvent considérés comme le 2e choix en termes de successeurs, juste après les enfants du cédant. Et quand on regarde les statistiques, c'est vrai que ce mode de transfert correspond à 1/3 des transferts, et ce dans de nombreux pays européens. En outre, c'est une forme de transfert qui est amenée à se développer avec l'essor de l'entrepreneuriat social et également avec les nombreuses incitations légales et fiscales qui ont été mises en place assez récemment, là encore, dans de nombreux pays. Alors, le transfert à des salariés bénéficie d'un taux de survie à 5 ans qui est relativement élevé. Il est de l'ordre, il est compris entre 70 et 87% selon le type d'entreprise transmise, notamment si elle est en difficulté ou pas, avant sa reprise. Mais il n'en demeure pas moins que la reprise par les salariés génère des défis qui sont particuliers et auxquels il faut s'intéresser. Alors, dans cet ouvrage, les chercheurs qui se sont intéressés au transfert aux salariés relèvent un certain nombre de similitudes avec la succession familiale, en termes, par exemple, de connaissance du contexte par les repreneurs, qui ne partent pas avec une feuille blanche, mais qui connaissent déjà l'entreprise de l'intérieur et son environnement. En termes également de degré de familiarité des protagonistes, une certaine confiance peut déjà être instaurée entre le cédant et ses salariés, ou à minima, une habitude de travail en commun qui peut favoriser le transfert de connaissances ou plus largement le transfert de direction. On observe également assez fréquemment un séquencement du transfert de direction et de la propriété, le transfert de direction précédant le transfert de la propriété. Tout ceci aurait tendance à réduire le risque encouru lors de ce type d'opération. Toutefois, la reprise par les salariés soulève des défis particuliers. Les repreneurs doivent réussir à passer du rôle de salarié à celui de manager, à celui d'entrepreneur, et aussi faire accepter cette évolution à leurs anciens collègues qui sont restés salariés. Ils doivent également développer de nouvelles compétences managériales et oser impulser des changements qui permettent de revitaliser l'entreprise reprise, au risque sinon d'aboutir à un statu quo qui pourrait être nuisible à la pérennité de cette entreprise. En outre, la particularité de la reprise par les salariés est qu'elle se réalise plus souvent que les autres types de business transfert en équipe. Or, si l'entrepreneuriat collectif, on le sait, est générateur de ressources, de connaissances, de compétences qui sont supplémentaires et qui peuvent favoriser le succès du projet entrepreneurial, entreprendre en équipe soulève aussi un certain nombre de difficultés potentielles comme des problèmes de leadership ou des conflits entre les associés, qu'ils soient de nature affective ou plus cognitive. Enfin, il existe dans le cadre de la reprise par les salariés des formes juridiques pour le moins singulières. Alors, c'est le cas des SCOP qui fonctionnent selon des principes de gestion démocratique et qui accordent à chaque associé un droit de vote équivalent, et ce, quel que soit le montant du capital détenu. La spécificité de ces reprises en SCOP est bien abordée dans l'ouvrage que l'on vous présente aujourd'hui. Alors, en termes de facteurs clés de succès qui ont pu être identifiés par les chercheurs qui travaillent sur ce type de transfert, jusqu'à présent, ils sont plutôt centrés sur l'amont du processus et en particulier sur le rôle du cédant. Alors, comme tous les business transferts, et comme ça vient d'être souligné il y a un instant dans le cas de la succession familiale, le processus doit être anticipé et doit être géré avec un timing approprié. Et on conseille également généralement aux cédants
d'adopter un comportement incitatif le plus tôt possible pour que ces salariés envisagent assez rapidement ce mode de reprise. Il apparaît également que le recours à un style de management participatif et la promotion par le cédant du travail en équipe soient deux leviers qui favorisent également ce mode de reprise. On sait toutefois beaucoup moins de choses sur ce qui se passe une fois que les repreneurs sont à la tête de l'entreprise reprise, donc ce qu'on qualifie les phases aval du processus. Et en particulier, on sait moins ce qui se passe à l'intérieur des équipes de reprise lorsque les salariés reprennent donc de façon collective. On invite donc en conclusion nos collègues chercheurs à poursuivre les recherches sur ces aspects en espérant que le message passe aujourd'hui. Alors, autre situation de business transfert, la reprise externe. Alors, la reprise externe concerne les cas où le repreneur est étranger à l'entreprise qu'il va intégrer. Il doit donc, il la découvre en fait, il cherche à la comprendre, il cherche à faire connaissance avec les parties prenantes internes et externes. Il est en fait, en quelque sorte, il est l'intrus et c'est à lui de faire prendre la mayonnaise pour que l'opération soit à succès. Et je reprends l'expression de Christian Bruyat. Alors, cette partie comporte 4 chapitres. Moi-même, j'ai écrit un chapitre avec Suzanne Durst, un autre avec Lies Mazari, Sandrine Berger-Douce. Un 3e chapitre est écrit par Sonia Boussaguet et le dernier par Catherine Thévenard, plutôt. Alors, le premier chapitre est un chapitre théorique où les autrices font en fait un état de l'art et proposent un cadre intégrateur pour étudier la reprise d'entreprise. Donc, vous le voyez que sur ce cadre intégrateur, il y a à la fois le processus coupé en 3 étapes, les principaux acteurs de la reprise externe. Vous voyez sur la flèche du bas que les acteurs sont entendus dans un sens, une acception assez large puisqu'ils intègrent les autres parties prenantes. Ce processus est étudié avec son évolution dans le temps le cadre intégratif intègre les deux environnements, l'environnement interne de l'entreprise en fonction du type d'entreprise reprise, son secteur d'activité, etc. Et les environnements externes parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir une influence importante sur le processus de la reprise externe. Cet ensemble, ce cadre intégratif, cet ensemble d'éléments sont soutenus dans la recherche par une acuité importante, ou en tout cas un choix important de la part des auteurs, des terminologies, des théories et des méthodes de recherche qui peuvent être très variées. Les 3 autres chapitres de cette partie portent sur la 3e étape du processus, donc ce que l'on a appelé le post-transfert, qui intervient à partir de la signature de l'acte d'achat et donc à partir de l'entrée du nouveau dirigeant dans l'entreprise reprise. Alors, vous l'avez compris, c'est pas facile d'être le repreneur externe qui découvre l'entreprise. Pour reprendre le terme de Sonia Boussaguet, il est en fait l'outsider qui va devenir l'insider. Donc, comment devenir l'insider, comment être intégré? Eh bien, se posent deux questionnements par rapport à cette intégration qui font l'objet de 2 chapitres. D'une part, la légitimité et d'autre part, la socialisation. Alors, comment se rendre légitime en tant que nouveau dirigeant? Comment se faire accepter? Un premier chapitre essaye de mettre en avant des moyens, des moyens pour se rendre légitime auprès de ces parties prenantes internes, notamment. Pourquoi se rendre légitime? Eh bien, pour faire adhérer, pour inspirer confiance et pour être respecté en tant que nouveau dirigeant.
Donc, les auteurs parlent d'exemplarité dans son rôle de dirigeant, de la capacité à développer l'activité qui va inspirer confiance parce que eh bien, l'entreprise va perdurer, et les compétences relationnelles et professionnelles du dirigeant, du nouveau dirigeant. Donc, ces trois éléments inspirent confiance et font que le dirigeant va être en capacité d'expliquer son projet et de fédérer son équipe derrière lui. Le deuxième mot-clé dans cette partie consacrée à la reprise externe est la socialisation. La socialisation, en fait, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'aménage, qui se prépare en amont peut-être avec le cédant et qui s'organise avec les salariés. L'autrice de ce chapitre propose un certain nombre de facteurs facilitant la socialisation pour éviter les risques de malentendus ou de mauvaises interprétations qui pourraient émaner des salariés, notamment vis-à-vis de comportements le comportement du cédant ou le comportement du repreneur. Donc, vous le voyez, le repreneur externe a beaucoup à faire pour convaincre, en fait, dans sa légitimité, dans son nouveau rôle de dirigeant d'entreprise. Il a besoin d'accompagnement. Il existe des recherches sur l'accompagnement du repreneur d'entreprise. Cet accompagnement pouvant être individuel ou pouvant être collectif. Mais l'autrice de ce chapitre sur l'accompagnement montre que l'accompagnement le plus satisfaisant pour le repreneur et le plus pertinent est l'accompagnement personnalisé, complètement dédié aux besoins du repreneur. Il doit être en capacité, en revanche, d'exprimer ses besoins, mais donc un accompagnement personnalisé, un accompagnement sur mesure réalisé par des experts et le tutorat pouvant être une manifestation de cet accompagnement personnalisé sur mesure qui est donc adapté aux difficultés du repreneur en fonction cet accompagnement étant spécifique en fonction du type de repreneur, c'est-à-dire son profil, et du type d'entreprise reprise. Bien, pour terminer cette partie de notre présentation d'ouvrage, la dernière partie est consacrée à la reprise par les femmes. 7 femmes ont contribué à cette belle partie: Paulette Robic, Christina Constantini-Nice, moi-même, Annabelle Jaouen, Béatrice Albert, Bérangère Deschamps et Catherine Thévenard-Puteaux. Alors, je vous propose ici une synthèse des contributions de cette partie dédiée à la reprise par les femmes. Il émerge de ces contributions des grands constats et questionnements. Notamment, le premier est très clairement une sous-représentation des femmes dans le transfert d'entreprise, d'où la nécessité de comprendre les raisons, les difficultés qui se posent aux femmes repreneuses et comment surmonter ces difficultés. Les contributions de l'ouvrage se focalisent, étudient des femmes, mais aussi des épouses, des mères, des veuves, des filles, dans le transfert d'entreprise familiale et aussi dans la reprise de l'entreprise non familiale, donc des femmes externes à l'entreprise qui vont reprendre l'entreprise. Nous consacrons aussi à de nombreux cadres d'études, mais clairement une priorité est donnée aux études sur le genre. Donc, il émerge de ces contributions 2 grandes questions très importantes. Tout d'abord, les femmes sont-elles visibles et libres dans leur choix de reprendre une entreprise? Et une deuxième question qui découle de la première, quelles sont les forces qui influent sur la place des femmes et sur leur comportement dans la reprise? Alors, en guise de réponse, il est clair que depuis notamment un peu plus d'une dizaine d'années, les femmes gagnent de plus en plus en visibilité, en liberté de choix, mais encore aujourd'hui, des stéréotypes de genre sont clairement encore ancrés dans nos sociétés, comme par exemple la primogéniture masculine, notamment dans les entreprises familiales. Les contributions mettent en évidence une variété, une richesse de forces qui influent différemment, positivement et des fois aussi négativement,
sur la dynamique de genre, sur la place des femmes dans la reprise, sur la visibilité et sur leur comportement face à la reprise d'entreprise. Donc, la première force qui influe, qui est mis en évidence dans l'ouvrage, c'est l'influence de la famille en tant qu'institution. Donc, dans le contexte où une femme reprend l'entreprise familiale et dans le contexte où les fils ne sont pas présents ou pas disponibles, on constate alors que dans ce type de reprise, la femme se soumet au rôle de garante de la stabilité, de la pérennité de la famille et de l'entreprise. Donc là, clairement, le choix est extrêmement contraint. Donc là, on est quand même dans une influence plutôt négative, mais il y a aussi des influences positives et très clairement encourageantes, notamment l'influence du contexte juridique qui évolue en faveur des femmes, l'évolution des droits des femmes, l'évolution du contexte culturel, par exemple entre la France et le Cameroun, qui évolue clairement, l'évolution du contexte social, les femmes sont de plus en plus indépendantes, notamment financièrement, etc. Donc, tous ces contextes, toutes ces évolutions vont avoir une influence positive sur la dynamique de genre et sur la place des femmes, la visibilité des femmes dans la reprise. Un troisième type d'influence, alors là, on rentre plus dans la cellule familiale, c'est l'étude de la relation père-fille, où nous montrons qu'une relation basée sur la confiance, sur le respect, sur une forme de détachement aussi, est gage de réussite, de facteur clé de succès pour plus tard la relation prédécesseur-successeur, dès lors que la fille reprendra l'entreprise paternelle. Enfin, un dernier type d'influence est mis en évidence, c'est l'influence encore aujourd'hui des stéréotypes lors de la reprise par une femme d'une entreprise qui se trouve dans un secteur d'activité notamment jugé masculin, typiquement par exemple le bâtiment. Et là, on constate que les femmes doivent redoubler d'efforts pour gagner en légitimité auprès du repreneur, auprès par exemple des banquiers, auprès des institutions aussi, et aussi notamment trouver un équilibre parfois très difficile entre travail, famille, etc. Pour conclure, ces contributions soulèvent encore aujourd'hui le besoin d'accompagnement, d'accompagner les femmes par les institutions, d'autres repreneuses femmes qui ont de l'expérience, et les hommes aussi de la famille, notamment mari et père. Voilà, nous vous remercions très chaleureusement pour votre écoute et nous nous tenons à vos dispositions pour vos questions. Merci beaucoup pour cette intéressante présentation. Alors, il y a déjà 2 questions. La première est de Nathalie Lametta qui demande si la question de la gouvernance des entreprises de petite taille est également traitée. Alors oui, je crois que cette question a été posée pendant que Paulette, tu faisais ta présentation. La taille, donc je vais y répondre. Concernant l'entreprise familiale et la succession familiale, la taille n'est pas l'axe d'analyse, c'est la gouvernance en fait. Et il se combine, le critère taille se combine avec la gouvernance, mais n'est pas le prisme de l'étude. Néanmoins, on peut dire que la taille va influencer la place qu'on va accorder à la socialisation de l'entreprise, mais ce n'est pas le prisme qu'on a observé dans aucune des études à proprement dites. Même si, par exemple, le chapitre proposé sur la combinaison entre succession familiale et stratégie pointe le rôle des repreneurs, sur la réussite de la succession et du croisement avec la stratégie, s'intéresse à la taille, mais ce n'est pas le prisme premier. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Catherine qui demande s'il y a une version française à votre ouvrage. Et non. Non, pas pour l'instant, mais pourquoi pas. Oui, je m'en doutais un petit peu. L'objectif, c'était... Pardon. Vas-y, Bérangère. Vas-y, Bérangère. L'objectif, c'était justement de faire connaître dans la sphère internationale les recherches francophones qui sont peu traduites en anglais jusqu'à maintenant. Donc, c'était vraiment l'objectif de cet ouvrage. Et on peut dire quand même qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été publiés alors sur des thématiques proches, dans des revues francophones et qui sont aussi disponibles, bien évidemment, en français, du coup.
Merci. Alors, moi, j'avais une question justement par rapport à cet aspect spécifique des recherches francophones. En quoi est-ce que l'ouvrage présente des particularismes typiquement francophones, aux anglo-saxons en l'occurrence? Et alors, en introduction, c'est Audrey qui disait que la recherche sur les transferts des repreneurs externes était spécifiquement francophone. Alors, je me demandais en quoi. Alors, je peux répondre Pourquoi? sur ce point-là. En fait, j'ai vu ta question dans le chat. C'est la recherche francophone qui est spécifique sur la reprise externe. Mais la reprise externe, ce n'est pas une particularité française. Il y a de la reprise externe en Allemagne, il y en a au Québec, il y en a en Scandinavie. Simplement, c'est vraiment les chercheurs francophones, qui ont particulièrement étudié ce sujet-là. Alors pourquoi? Il y a sans doute des explications culturelles. Si on prend les États-Unis, par exemple, on sait que quand on crée une entreprise, l'idée, c'est de la faire grossir pour qu'elle soit rachetée par un concurrent ou une industrie, en tout cas. Et nous, on étudie la reprise par les personnes physiques et c'est quand même un cas peu présent aux États-Unis. Mais en 2013, il y a des recherches menées par Parker et Von Prague, donc là, qui sont plutôt dans le nord de l'Europe, et qui ont donné lieu à la théorie des entrées entrepreneuriales. Et dans l'entrée entrepreneuriale, il y a la reprise d'entreprise, notamment externe. Donc, il y a quelques recherches anglophones qui portent ce sujet-là, mais elles sont très, très rares aux côtés des recherches francophones. Merci Bérangère. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, non? Sinon, on peut passer à la question suivante de mon collègue et néanmoins ami, Gaël Guéguen, qui vous dit qu'il a trouvé la présentation très intéressante et qui demande si, qui se dit que le coaching, le mentorat a été évoqué, mais la prise en compte des incubateurs dans cette activité est-elle étudiée? Alors, c'est vrai que… Pardon. Non, vas-y Catherine, c'est pour toi. Alors, c'est vrai que dans les différentes formes qui ont été relatées dans le chapitre notamment dédié à l'accompagnement, il y a des formes collectives qui ont été présentées, notamment tous les travaux, toutes les formes d'accompagnement qui peuvent s'insérer dans le cadre du CRA ou dans le cadre du réseau des entrepreneurs, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des formes collectives qui ont été étudiées, mais il y a assez peu de travaux qui portent spécifiquement sur l'efficacité de ces formes collectives dans le cadre de la reprise. Alors, il y a pas mal de travaux sur les accompagnements dans les incubateurs ou ce type de structure d'accompagnement dans la création d'entreprises, mais c'est vrai que dans la reprise d'entreprise, il y a assez peu de travaux qui s'intéressent, d'ailleurs d'une façon générale, à l'accompagnement du repreneur et puis à ces formes plus collectives d'accompagnement. À l'époque où moi j'avais notamment travaillé sur le sujet, j'avais recensé juste une thèse et qui mettait en avant un certain nombre d'inconvénients de ces structures d'accompagnement collective. Par exemple, le fait que certains repreneurs pouvaient avoir du mal, pris dans leur activité de reprise, à participer à des événements collectifs parce que ça ne rentrait pas forcément toujours dans leur agenda. Et puis parce que parfois, si dans ces modes d'accompagnement collectif, il pouvait y avoir des concurrents, ils avaient du mal à divulguer des informations stratégiques. Donc, c'était surtout des aspects, on va dire, un peu négatifs qui étaient relevés. Néanmoins, dans d'autres recherches qu'on a pu mener en parallèle, alors qui ne portaient pas spécifiquement sur l'entrepreneuriat, mais je pense notamment aux travaux qu'on a menés avec Bérangère sur l'entrepreneuriat, sur le repreneuriat féminin, on a vu quand même que, notamment dans le cadre des femmes, le fait d'être accompagnées par des structures collectives qui sont bien implantées, comme le réseau Entreprendre, etc., sont relativement bien appréciées par ces repreneuses parce que c'est très efficace de pouvoir rencontrer des femmes qui ont connu le même processus de reprise, à la fois sur les aspects techniques, sur les aspects managériaux du processus, mais aussi sur des spécificités plus féminines du processus, comme la gestion, par exemple, du temps dédié à la famille et du temps dédié à l'entreprise. Donc voilà, pour finir de répondre à la question, je dirais juste que
c'est vrai qu'on peut mentionner qu'il serait bien que d'autres chercheurs s'intéressent plus particulièrement à l'efficacité des différentes formes d'accompagnement parce que c'est assez peu étudié aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, une question de Sylvie, une question un peu challenge, qui vous demande en fait de résumer chacune ce livre en une ou deux phrases. Et donc, elle se rend compte que c'est difficile, mais elle y tient vraiment. Donc, on va essayer de lui faire plaisir. Merci Sylvie pour cette... alors, chacune doit proposer, c'est ça, hein, bon, je me lance. Alors, moi, je dirais que cet ouvrage propose Enfin, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans cet ouvrage, c'est de proposer... Chacun des chapitres propose un prisme de lecture différent sur un même élément qui est le business transfer. Et du coup, voilà, on propose une variété de lectures, ça propose on observe et on essaye de comprendre un phénomène très large sous différents prismes de lecture. Voilà ma manière de résumer l'ouvrage. Je considère que cet ouvrage aborde la transmission ou business transfer sous l'angle de la complexité. Donc, il donne à voir la complexité d'un processus, mais en même temps la faisabilité, pour peu que l'on s'intéresse et qu'on s'intéresse à des acteurs et des opérations parfois inattendues. Alors, bien sûr, il y a les femmes, mais aussi la reprise d'entreprise par les salariés. Donc, c'est complexe. Donc, voilà la conclusion qu'on pourrait dire, mais c'est faisable. Et c'est un processus long et faisable. Voilà. On ne vous entend pas, Madame Dominique. On ne t'entend pas, Dominique. On peut peut-être dire nos phrases en attendant. Alors, Dominique peut taper les deux phrases dans le fil de conversation. Oui. Ah, voilà. ça y est. Moi, je ne vous entends plus. Comme ça, moi, c'est pratique. Bon, tant pis. Donc, moi, je disais que le point important pour moi, c'est l'aspect processuel, en fait. Et le fait qu'on insiste beaucoup sur le transfert comme un processus. Et je vais m'arrêter là. J'enchaîne, Bérangère. Alors, pour ma part, je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à mon sens, c'est un des seuls ouvrages qui dresse vraiment un panorama de tous les types de transferts, hein, qui réunit vraiment les recherches sur les 3 grands types de transferts en un seul ouvrage, et ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Alors, je vais compléter et terminer. Moi, je dirais qu'effectivement, tous les types de transferts sont abordés. L'ouvrage, c'est aussi l'occasion de rencontres et d'aboutissement effectivement de ce groupe de travail, puisqu'il y a quand même 24 contributeurs. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que bien que chaque mode de transfert soit étudié, il y a quand même des points communs au sein de tous ces modes de transfert, et ce sera à vous de les découvrir en lisant l'ensemble de l'ouvrage. Juste pour terminer sur tout ce qui a été dit, même si l'ouvrage est un ouvrage de recherche, il est quand même aussi destiné à un public de praticiens. Il y a des nombreux cas d'études, de nombreux témoignages, et c'est aussi pour encourager les praticiens aussi à reprendre des entreprises. Voilà, ça, c'est une notion aussi forte quand même qu'on veut communiquer dans l'ouvrage. Et je dirais d'ailleurs, pour rajouter quelque chose, c'est qu'en plus, les chapitres sont volontairement très courts. Donc, ce qui permet notamment à des praticiens qui n'ont pas toujours très envie de se plonger dans de longs articles de recherche, de effectivement pouvoir être informés assez rapidement. Parfait, merci beaucoup. Donc, challenge accepted, comme dirait Barney Stinson, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a une question d'un numéro, donc je n'ai pas le nom de l'intervenant, qui demande quelles sont les ressources stratégiques mobilisées par les femmes repreneurs et héritières pour concilier vie professionnelle, et qui demande si ces ressources sont différentes de celles des femmes entrepreneurs créatrices.
Euh, Alors, je me lance, Catherine, tu veux? Vas-y. Alors, ressources stratégiques, je ne sais pas si ce sont des ressources stratégiques. Dans l'étude, en tout cas, qu'on fait sur les filles qui reprennent l'entreprise familiale du père, elles énoncent quand même quelques techniques qu'elles ont réussi à développer pour arriver à concilier vie professionnelle, vie familiale. Donc, toutes énoncent très clairement que c'est difficile. Mais alors je vous donne un exemple qui me revient là, c'est on a une repreneuse qui a repris dans le bâtiment et qui expliquait qu'en fait, elle avait mis en place et elle avait communiqué ça auprès de ses équipes et des clients, qu'elle avait une organisation de travail très carrée. Et donc à 7h du matin, elle était sur les chantiers. Et après, à partir de 18h, la vie professionnelle était terminée, elle était injoignable. Et là, à partir de 18h, elle se consacrait à sa vie familiale. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à l'idée de ressources stratégiques, mais c'est une organisation, c'était un timing qu'elle a mis en place et qui fonctionnait plutôt bien parce que tout le monde respectait cette organisation-là. Et je crois qu'avec Bérangère, à la suite de toutes les femmes repreneurs qu'on a pu rencontrer, le conjoint joue un rôle fondamental. Et c'est vrai que plusieurs femmes nous ont mentionné d'entrée ce rôle très, très important du conjoint. Alors, à la fois dans le partage des tâches familiales, pour aider à s'occuper des enfants, de la maison, quand la repreneuse vient de reprendre l'entreprise et est complètement sous l'eau, rentre à 2h du matin tous les soirs, etc. Elle l'aide, les conjoints aident beaucoup les femmes, notamment aussi à déculpabiliser par rapport au fait de laisser leurs enfants pendant cette période qui est très intense. Et au-delà de cet aspect équilibre vie familiale, vie professionnelle, on a également constaté que le conjoint joue un rôle aussi fondamental de conseiller, plus en termes de vie de l'entreprise, c'est-à-dire que les femmes, elles n'hésitent pas, une fois rentrées à la maison, parfois sur l'oreiller, à demander des conseils au mari qui joue le rôle de coach et qui aide les femmes à prendre du recul parfois sur ce qu'elles vivent et les difficultés qu'elles peuvent vivre au quotidien. Et je crois que dans la plupart des cas qu'on a étudiés avec Bérangère, donc tu compléteras si tu le souhaites, quand le conjoint n'est pas partie prenante au sens, il n'est pas derrière sa femme pour vraiment l'encourager à reprendre et être disposé à accorder de son temps pour aider sa femme à reprendre, eh bien, elle n'y arrive pas. Quand il y a une famille à gérer avec des jeunes enfants, en même temps qu'une entreprise à reprendre avec toutes les difficultés que ça soulève et qu'on a évoquées dans ce webinaire, ce n'est pas possible. Et on a rencontré effectivement des repreneuses qui avaient énormément de difficultés quand le conjoint n'était pas disposé à faire ça. Donc voilà, le rôle du conjoint est fondamental. Et pour terminer là-dessus, et je passerai la parole à Bérangère, désolée d'être bavarde, mais pour avoir étudié, Bérangère comme moi, un grand nombre de repreneurs avant de s'être intéressée spécifiquement aux femmes, le rôle du conjoint n'avait jamais été évoqué chez les hommes. Oui, j'allais terminer là-dessus en forme de pirouette, effectivement. Là, c'est venu spontanément dans le discours des femmes et jamais un homme nous a parlé de sa femme. Spontanément, en tout cas. Donc, par rapport à la question, en fait, c'est peut-être pas forcément des ressources stratégiques au sens où on pourrait l'entendre. Effectivement, on a aussi la question d'agenda dans nos recherches. Et par rapport à la question de est-ce que c'est différent des femmes entrepreneures créatrices, peut-être pas forcément, effectivement, peut-être que là, il y a des points communs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles s'en sortent également en échangeant avec d'autres femmes dirigeantes. Donc, autres femmes dirigeantes repreneuses ou effectivement autres femmes dirigeantes créatrices d'entreprises où elles peuvent se rejoindre quand même sur la notion de femmes dirigeantes. Paulette, tu voulais dire quelque chose ? Je voudrais rajouter quelque chose concernant le rôle des femmes donc, et la façon dont elles gèrent la conciliation entreprise et famille. J'ai envie de poser la question à l'envers, c'est parce que ce sont elles les ressources. Et celles qu'on a rencontrées, donc, ce sont des femmes qui sont plutôt la ressource de l'entreprise, enfin de la pérennité, parce qu'elles sont là souvent parce que les hommes n'ont pas voulu ou ne sont pas prêts à reprendre. Donc, elles vont peut-être avoir l'appui, elles vont s'appuyer sur les enfants, mais ce sont elles les appuis. Et c'est très intéressant.
Et elles vont aussi savoir s'appuyer sur les équipes en place. Elles savent conserver ce qui est acquis. Donc, on pourrait dire qu'elles ont une approche de la gestion d'entreprise pour pouvoir s'en sortir sur une sorte d'approche peut-être de fourmi, en quelque sorte. Elles ne jettent pas. Et donc, elles vont garder la même équipe au comité de direction, par exemple. Donc, elles sont dans une continuité pour pouvoir passer le flambeau, en fait, en quelque sorte. Mais on n'a pas rencontré toutes les femmes qui reprennent les entreprises familiales non plus. Je ne pense pas que ce n'était pas le propos, en tout cas, de ma contribution et de ce qu'on a pu observer, de généraliser, justement. Il faut être très prudent là-dessus, je pense. Je pense que, voilà. Et peut-être juste pour rajouter, par rapport à la différence entre une repreneuse et une entrepreneuse, c'est peut-être le degré d'intensité des difficultés, parce que quand on reprend une entreprise existante, en fait, on ne crée pas… Enfin, quand on crée une entreprise, on le fait de façon progressive, à notre rythme, j'allais dire, alors que quand on reprend une entreprise existante, on a déjà une affaire à faire tourner, des salariés dont il faut sortir les salaires tous les mois. Et donc, du coup, la charge de travail, elle est décuplée par rapport à une création. Donc, ce qu'on peut constater en entrepreneuriat, je vais dire classique, en création ex nihilo, l'intensité est encore plus importante, est encore plus forte dans le cas de la reprise d'entreprise pour une femme. Merci beaucoup. Alors moi, je constate aussi que la grande majorité des auteurs de l'ouvrage sont des chercheuses. Donc ma question serait, est-ce que la recherche sur le transfert est genrée? Alors, il y a quand même des collègues masculins qui ont participé. Oui, ils sont minoritaires. On ne va pas se hasarder à tirer une conclusion trop hâtive sur ce sujet-là. Il se trouve qu'on a lancé un appel pour cet ouvrage. Voilà, les réponses sont peut-être à majorité issues de collègues chercheuses. Ça s'est fait comme ça. Après, on dit souvent que nos choix de recherche disent un peu qui on est. Donc, c'est vrai que voilà, quand on s'intéresse aux femmes, dans la reprise, ça a toujours peut-être un lien avec nos histoires, je ne sais pas. Ouais. Je voudrais rajouter, je pense que tout de même, pour travailler sur la transmission générale et le patrimoine, on va trouver ici l'idée on peut retrouver dans la gestion, l'axe par la théorie des ressources, l'idée de conserver, de transmettre un savoir, transmettre un patrimoine qui existe. C'est peut-être ce qui nous occupe, quel que soit l'axe par lequel on a pu s'emparer du sujet de la transmission, du transfert. Je pense qu'il y a l'idée de prolonger, de poursuivre. Voilà. C'est comme ça, je le dis spontanément. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas dans ce souci-là. Mais c'est un constat. Merci beaucoup. Alors, Sylvie est contente des synthèses que vous avez pu faire de l'ouvrage tout à l'heure, mais elle a une seconde question challenge. Elle vous demande de positionner l'ouvrage par rapport aux ouvrages existants et en particulier par rapport à celui de notre collègue Louise Cadieux, la transmission des PME. Donc, en quoi est-ce que votre ouvrage diffère de celui de Louise ? Bon, je prends la parole. Alors là, d'après le titre, je pense que c'est l'ouvrage qui date d'une dizaine d'années de Louise Cadieux, parce que sinon, elle a sorti un ouvrage très récent sur le processus. L'ouvrage de Louise Cadieux et François Brouard, si c'est celui qui date d'une dizaine d'années, c'était vraiment un ouvrage effectivement pour faire le point sur la transmission d'entreprise. Donc évidemment, il parlait des différents modes de transmission d'entreprise. C'était vraiment c'est un ouvrage référence de toute façon. Je pense que là, on parle des différents modes de reprise. Et chaque auteur y est allé avec son angle d'attaque, et peut-être que la lunette que les chercheurs ont pris là dans cet ouvrage n'était peut-être pas existante il y a une dizaine d'années. Je pense au stress par exemple pour le chapitre sur les entreprises familiales. Enfin, il y a quelques sujets qui sont peut-être un peu plus nouveaux ou d'actualité.
Et puis, je pense que certains chapitres vont davantage en profondeur, là où l'ouvrage c'était vraiment l'ouvrage de référence pour faire le point. C'était un ouvrage assez générique, bien qu'il parlait du processus, des différents acteurs, des différents modes de reprise. Merci beaucoup, Bérangère. Alors, une question de Nathalie encore. Concernant la reprise par des femmes, y a-t-il des attentes spécifiques liées peut-être à leur représentation en termes d'accompagnement? J'y vais aussi. Je compléterai si tu Catherine en a parlé tout à l'heure, hein. C'est vrai que les femmes, quand même, ont besoin de se retrouver entre femmes pour parler de leur rôle et pour parler de leurs difficultés spécifiques aux femmes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de se retrouver dans un univers uniquement féminin. Et elles apprennent beaucoup et elles ont plaisir à échanger dans les clubs de dirigeants qui sont bien évidemment mixtes, hommes et femmes. Donc, il doit y avoir certains ressorts qui nécessiteraient peut-être un accompagnement spécifique, mais moi, je me garderais bien d'être si tranchée que ça. Oui, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'elles sont assez satisfaites, notamment de réseaux d'accompagnement qu'on a déjà cités, sur lesquels je ne veux pas trop revenir pour ne pas non plus faire trop de publicité, ce n'est pas l'objet, dans lequel elles peuvent trouver des conseils de chefs d'entreprise relativement avisés et de repreneurs qui sont passés par là et qui ont vécu un certain nombre des difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Et c'est vrai qu'elles ont vraiment apprécié de la mixité qu'on trouve dans ces réseaux, parce qu'elles disent que selon que l'on soit accompagné par un homme ou une femme, on ne va pas du tout avoir la même nature de conseils. Et justement, les femmes sont plus à même de donner des conseils plus spécifiques au vécu d'une repreneuse et de ses spécificités qu'un homme. Mais pour autant, les conseils promulgués par les hommes sont également très, très appréciés. Et elles ne veulent absolument pas, enfin en tout cas dans les repreneuses qu'on a rencontrées, rester dans ce qu'on appelle des pink ghettos. Ce n'est pas l'objet. Donc vraiment, cette mixité, elle est recherchée. Il y a une très belle complémentarité entre les différents modes d'accompagnement. Parfait, merci beaucoup. Je ne vois plus d'autres questions. Il y avait une question un peu liée à celle que moi j'ai posée tout à l'heure, qui était posée par Laurent. Donc je n'en vois plus d'autres. De toute façon, je pense que nous avons déjà un petit peu dépassé l'heure. Donc je voudrais encore vous remercier chaleureusement toutes les 5 pour avoir accepté de présenter les travaux de votre groupe thématique. Donc, je rappelle que nos webinaires sont consacrés à la fois à la présentation des travaux des groupes thématiques, mais aussi à des problématiques de méthodologie, de valorisation de la thèse, donc en dehors de ces groupes. Mais dans les mois à venir, nous aurons encore l'occasion d'écouter d'autres groupes thématiques sur des problématiques d'actualité. Voilà, donc mille merci à toutes les 5 et merci beaucoup à l'Université Laval pour le support technique. Et donc, je vous fixe rendez-vous au prochain webinaire de l'RPME. D'ici là, bonne année à toutes et tous. Portez-vous bien et prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.